le paléoanthropologue le plus célèbre en France, surtout depuis 1974, hein, qui est la date de la découverte de ce petit australopithèque qui est Lucie. Donc dans les années 60, au moment de votre thèse, que vous vous êtes vraiment intéressé aux hominidés. Je voulais m'intéresser aux hommes fossiles depuis longtemps, mais le patron, le préhistorien, enfin le paléontologue, qui m'avait reçu à la Sorbonne et qui s'appelait Jean Piveteau, m'a vite fait comprendre que, à mon âge, c'était mieux que je travaille sur des animaux plutôt que sur des hommes fossiles, parce que les fossiles humains ne sont pas très fréquents et que c'est difficile de les avoir pour soi et de pouvoir les étudier. Au cours de votre carrière, donc depuis cette thèse dans les années 60, vous avez développé un certain nombre d'hypothèses, certaines qui ont été contredites par la force des choses. Ça fait partie de votre travail aussi que des recherches viennent contredire d'autres de précédentes recherches. Là, je pense à la théorie sur l'East Side Story, qui est en fait cette hypothèse selon laquelle l'évolution serait d'ordre, enfin la séparation entre les hominidés et les autres seraient d'ordre climatique. Enfin, voilà. On en reparlera sans doute, mais il y a eu une thèse qui, elle, en revanche, est toujours d'actualité. C'est celle qui concerne le rapport entre l'inné et l'acquis dans ce champ de l'évolution de l'espèce. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'écoutais tout à l'heure la tête au carré. Et la tête au carré aujourd'hui, c'était sur l'épigénétique. Et le collègue qui était interviewé disait de manière très très claire d'ailleurs que le développement de l'épigénétique était assez récent. Et enfin, je ne veux pas me vanter, mais il y a longtemps, moi c'est facile à retrouver dans mes écrits que je prêche l'influence de l'environnement sur le gène. Alors, le gène est indépendant. Il ne va pas s'amuser à recevoir l'information de l'environnement et puis s'en servir. Mais par contre, la manière dont les cellules utilisent les gènes, c'est vraiment fonction de l'influence de l'environnement. C'est pour ça que on a bien sûr des caractères qui sont génétiques. On ressemble à son père, on ressemble à sa mère, enfin un peu à sa mère, un peu à son père, etc. Et donc il y a des transmissions de caractères incontestablement. Mais par ailleurs, il y a des caractères qui peuvent être dus à l'influence d'une éducation, d'une société, d'un milieu. On n'évolue pas de la même manière si on est sous les tropiques ou si on est ici. Et quand on prend deux jumeaux et qu'on les met dans des milieux très différents, ils évoluent de manière différente. Et j'entendais, je vous le dis parce que c'est tout frais, j'ai entendu ça tout à l'heure. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais il disait qu'il y a à peu près 25% après de comparaison d'éléments comparables entre deux jumeaux, deux vrais jumeaux, et 75% de différence. C'est extraordinaire. Hein. Et je me rappelle de Jean Bernard. Jean Bernard était un grand médecin qui a travaillé beaucoup sur la leucémie et que j'ai bien connu, très bien connu. Et il me disait, les clones, on en fait grand état. De toute façon, si l'homme sait faire un clone, il en fera forcément. Mais vous verrez, s'il y a la personne et son clone, s'ils vivent dans des endroits différents, ça fera deux personnes différentes. Alors, on n'en est pas là, puis Jean-Bernard est mort. Mais c'est amusant quand même de montrer l'influence. Alors l'influence de l'environnement, moi je peux vous en parler. J'en ai parlé depuis très longtemps. Et les généticiens étaient très farouchement hostiles. J'en ai parlé depuis très longtemps parce que je suis un type de terrain. Et sur le terrain, quand je vois que le climat s'est transformé, je vois les bêtes qui, bien sûr, pour essayer de se transformer elles-mêmes, pour s'adapter à ce changement climatique, eh bien, elles s'efforcent de se développer dans la bonne direction de l'adaptation au nouveau climat. Et ça paraît tellement extraordinaire que on se demande si l'évolution qu'on a dit au hasard est une réalité. Alors j'ai toujours
raconté ça aux généticiens qui me disaient mutation, c'est au hasard, il y a rien à faire. On peut pas transiger là-dessus. Oui, bon. Depuis Darwin, en gros. Mais oui, mais il y a autre chose. Il y a donc autre chose. Il y a la mutation au hasard, mais la mutation, elle est exprimée ou pas. C'est-à-dire que la cellule va s'en servir si c'est utile, ou pas s'en servir si c'est pas utile. Et elle aura donc une manière de faire s'exprimer les gènes qui ne sera plus génétique, mais qui sera épigénétique, c'est-à-dire sous l'influence de l'environnement. Ça me plaît beaucoup, mais il y a longtemps, je raconte ça. Mais je faisais référence aussi à cette théorie que vous avez posée, selon laquelle le culturel a pris le pas sur le naturel, ce qui expliquerait le ralentissement de notre évolution depuis quelques années. Oui, ben ça c'est facile à comprendre. Vous n'allez pas bien, vous n'allez pas attendre que ça se passe. Si vraiment vous n'êtes pas bien, vous allez appeler un médecin, je suppose. Et si le médecin vient vous voir, ou si vous allez le voir, il va vous ausculter, il va regarder ce que vous avez, il va comprendre dans la mesure du possible, et s'il comprend, il va vous donner un certain nombre de conseils et un certain nombre de médicaments. Et si vous prenez ces médicaments, les médicaments qu'il va vous donner, même s'ils sont des médicaments naturels, c'est une solution culturelle, puisque c'est une solution qui vous est donnée par un médecin. Et cette solution culturelle, vous allez la mettre en écran entre l'action du milieu qui vous a attaqué et la réponse de votre corps. C'est-à-dire que votre corps va devenir paresseux, puisque à la place de sa réaction à lui, vous allez ingurgiter quelque chose qui va avoir une action au lieu d'avoir une action vous-même. Alors il vaut mieux le faire comme ça, parce que quelquefois, l'action de soi-même, de toute façon, elle est collective, et ça peut rater de manière individuelle. Si bien que si vous y laissez votre vie, c'est un peu embêtant, quoi. Il vaut mieux quand même... Moi, je connais, enfin, j'espère connaître un peu les limites de la médecine, mais je sais aussi que la médecine est bien précieuse souvent, et qu'il faut lui faire confiance dans beaucoup de circonstances. Donc, de plus en plus, le corps réagit avec l'information que nous avons acquise, et au lieu d'avoir une réaction naturelle qui pourrait ou avoir lieu ou ne pas avoir lieu, se faire ou ne pas se faire, si bien que c'est quand même un peu aléatoire. Mais alors cela veut dire qu'on ne va plus évoluer si le culturel continue à prendre le pas et à progresser de son côté. Ça veut dire qu'on va évoluer plus lentement. Ça veut dire par exemple que il y a encore il y a toujours des réactions internes qui font qu'une population continue à s'adapter à ses agresseurs. Comme vous savez, il n'y a toujours pas de vaccin contre le paludisme, et il y a plusieurs populations africaines qui ont développé une résistance naturelle, donc ils n'ont plus besoin de vaccin. Ça y est, elles ont fabriqué à terme, à long terme, après sûrement beaucoup de victimes, une résistance naturelle au paludisme. Donc il y a une évolution biologique qui se poursuit, et quand l'homme est attaqué, peut-être qu'on aurait pu développer à la longue une réaction, une immunité naturelle au H1N1. On est toujours des êtres vivants, de toute manière, et on est toujours soumis à ces lois de la vie, et la vie, elle est souvent menacée parce que nous, on évolue. Même si on évolue plus lentement, on évolue culturellement. Mais les virus et les microbes continuent à évoluer aussi. Et comme me disait un ami médecin, non, laisse, ça va se régler tout seul. Puis il faut bien que ces petites bêtes-là vivent. C'est charmant, hein. Comme vous allez voir votre toubib, il s'appelait Bazin, celui-là.
C'est peut-être un copain en même temps, mais il dit il faut bien que ces bactéries vivent. Alors, fiche un lapin, ça va s'arranger.